par exemple, quand on fait un calcul en physique quantique, ou en physique des particules, on se place dans des espaces mathématiques abstraits. On n'est pas dans l'espace physique à trois dimensions. Dans ces espaces complètement abstraits, on fait des calculs qui permettent par exemple de dire quel sera le résultat d'une mesure si on fait telle expérience. On fait ce calcul, on a un résultat, et ensuite on fait l'expérience dans le réel physique. Et on trouve la même chose. D'où vient cet accord? Moi je pense qu'il vient de ce que les équations des physiciens, pour des raisons qu'on ne sait pas forcément expliquer, permettent de toucher le réel. Sinon, il faudrait imaginer qu'à chaque fois que ça match, comme on dit, c'est-à-dire à chaque fois que le résultat donne la même chose que le calcul, il faudrait invoquer un miracle. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est un miracle. Il y a tellement de miracles, impossible à assumer tous, qu'on est bien obligé de dire qu'il y a une efficacité des équations telle qu'on peut dire qu'elles permettent de toucher le réel à chaque fois que leurs prédictions sont confirmées par des mesures expérimentales. Et c'est ce qui, à mon avis, permet d'échapper au relativisme. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la science est une démarche de connaissance comme les autres, qu'il n'y a pas un rapport plus monopolistique que les autres avec la vérité. Je pense qu'on a démontré qu'on était capable de toucher le réel, et à chaque fois que cela se produit, et ça se produit toujours, parce que la physique quantique n'a jamais été démentie par un fait expérimental, ni la relativité générale d'Einstein. Donc pour l'instant, c'est des théories qui n'ont jamais été contredites par les faits. Et à chaque fois que cet accord est observé, ça produit une sorte d'émotion. Quand on a eu la preuve que le boson de Higgs existait, les gens qui étaient aux manettes de l'expérience ont éprouvé une émotion absolument incroyable. Donc voilà, l'émotion n'est pas l'apanage des artistes, l'objectivité n'est pas l'apanage des scientifiques, mais ce constat ne suffit pas à dire que c'est la même chose. La science est là. Alors, il y a aussi un point qui est intéressant à souligner, c'est la différence entre la recherche et ce qui est avéré, la science. C'est un point sur lequel vous insistiez pour justement éviter ce relativisme qui consiste à dire, puisque une découverte peut toujours être remise en question par une nouvelle découverte, une nouvelle avancée, qui s'appuie quand même sur l'ancienne découverte. Non, j'étais très agacé par la controverse, la fausse controverse sur le changement climatique, où les climato-sceptiques n'arrêtaient pas de nous dire que la science est le doute. Vous êtes vraiment sûr que la science est le doute? Vous pensez qu'on a encore le droit de douter que la Terre est ronde? La force de la science, c'est qu'on a su que la Terre était ronde avant de voir qu'elle était ronde. On voit depuis des photos prises par des satellites qui nous montrent qu'elle est ronde, mais du temps d'Aristote, on savait déjà qu'elle était ronde. Alors qu'il n'y a aucun point de vue qui permet de la montrer dans sa forme complète. C'est-à-dire que par des raisonnements et même des mesures, on a été capable de démontrer que la Terre était ronde avant de voir qu'elle était ronde. Et c'est ça la force de la démarche scientifique. Aujourd'hui, je ne connais pas grand monde qui doute du fait qu'elle soit ronde. Ça veut dire qu'on ne remettra jamais en cause ces résultats, sauf si on est victime d'hallucinations, ou si par un effet physique encore inconnu, la Terre pouvait devenir brutalement plate. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont acquises et sur lesquelles on ne reviendra pas. Et donc donc ça, ce serait la partie science. Oui, mais oui, c'est la partie science. Il y a des choses qui ont acquis une solidité. Alors, ça veut dire que la science dise le vrai. Ça veut dire qu'elle a acquis des arguments dans certains domaines qui ne seront pas remis en question. Le modèle standard de la physique des particules, on sait que ce n'est pas naturel du tout. D'ailleurs, il n'y a pas la gravitation dedans. Donc c'est un modèle incomplet, on le sait. N'empêche que, jusqu'à des énergies qui sont celles qu'on a explorées au LHC, il a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'on n'a vu aucun phénomène qui ne soit pas compréhensible dans le cadre de ce modèle standard. C'est ça dont il faut prendre acte. Il est le seul modèle à pouvoir faire ça.
Et donc, moi, je fais en effet la différence entre la science, qui a un corpus contenant des choses qui ne pourront pas facilement être démenties, et puis la recherche, qui, elle, relève d'une démarche qui est inspirée par le doute. Par exemple, pendant 48 ans, entre 1964 et 2012, on s'est demandé qu'est-ce qui est à l'origine de la masse des particules. Il y avait plusieurs théories, et puis la découverte du boson de Higgs a dit, ben non, on a compris, c'est cette théorie qui est la bonne et pas une autre. Et donc on a levé un doute. Et aujourd'hui, qui doute de l'existence du boson de Higgs? Donc un doute travaillé a permis l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler, non pas une vérité, mais plus modestement une vérité de science, qui est une vérité dont le statut est beaucoup plus fort que celui de n'importe quelle autre vérité. Par exemple, je vous vois, mais est-ce que je ne suis pas victime d'une hallucination? Est-ce que les faits aidant, j'ai pas trop bu au point que je vois des choses qui n'existent pas? Et les arguments qui me font dire que le boson de Higgs existe sont bien plus forts que ceux qui me permettent simplement, parce que je vous vois, d'affirmer que vous existez. Oui, parce que ça a été anticipé. Ça a été anticipé, prédit, détecté, objectivé. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et moi, je ne voudrais pas que nos connaissances, les plus affirmées, les plus affermies même, puissent être considérées comme des croyances. Et là, on tombe sur une question intéressante, c'est que si nous ne savons pas dire comment nos connaissances sont devenues des connaissances, alors dans nos bouches, elles ont le statut de croyance que nous répétons parce qu'elles nous ont été dites avec des arguments d'autorité. Donc j'ai dit, tout le monde sait que la Terre est ronde. C'est vrai, mais qui sait comment on a su qu'elle était ronde? Et si nous ne savons pas d'où vient que nos connaissances sont des connaissances et non pas des croyances, alors nos connaissances sont comme des croyances. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on considère les connaissances comme des croyances. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambiguïté avec... Le scientifique ne dira jamais à 100%, j'en suis sûr à 100%. Oui, il dira qu'il y a toujours une marge de... Et c'est là-dessus que jouent les climato-sceptiques, dans le sens où ils disent oui, voyez bien, par rapport à vos modèles, modélisation, vous n'en êtes pas sûr à 100%, vous êtes sûr. Mais en matière de climat, les climatologues sont les premiers à dire qu'ils ne savent pas tout. Mais dire qu'on ne sait pas tout n'est pas dire qu'il n'y a aucune chose qu'on sache. C'est ça, c'est là-dessus, c'est voilà. sur cette ambiguïté-là. Il y a des choses dont les climatologues sont certains, bien qu'ils ne sachent pas tout. De même que les physiciens sont certains de l'existence du boson de Higgs, sans pouvoir dire ce qui se passe à très haute énergie. Parce que leurs modèles ne sont pas testés ou n'existent pas. Et donc voilà, savoir, ça n'est pas tout savoir. Savoir, c'est précisément savoir ce qu'on ignore. C'est pour ça que l'ignorance, c'est la grande affaire des savants. L'ignorance, c'est pas l'affaire des ignares. Un ignare, il ignore qu'il ignore. Un savant, il sait ce qu'il ignore, ce qui veut dire qu'il sait tout ce qu'on sait. Donc l'ignorance, c'est le grand métier des savants. Oui, et puis il y a toujours également une part de chance. Enfin, Cédric Villani, que vous connaissez certainement, Très bien. qui est un mathématicien passionnant, sensible. Un homme, quoi. Voilà. Par rapport à la science, je parle de nourrir le cerveau, donc se documenter. Il y a la motivation, l'environnement propice, les échanges, collaborer, donc ça c'est très important. Les contraintes, oser l'audace savante, le travail et l'intuition, la persévérance, il y a aussi une part de chance. Alors nourrir le cerveau, évidemment. La science nourrit le cerveau, elle peut téléguider notre façon de penser, peut l'influencer, peut avoir un impact sur elle.
Bachelard disait même que faire de la science, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est soumettre son cerveau à des arguments ou à des résultats qui le violent. C'est-à-dire qui sont tels que le cerveau, s'il était laissé à lui-même, à ses préjugés, à son ressenti, comme on dit, pourrait décréter que ces résultats sont faux. Vous parliez de Villani, mais il y a un exemple très connu qui vient des mathématiques, c'est Cantor. Cantor, mathématicien du XIXe siècle, qui s'intéressait à la question de l'infini et qui a démontré que, bon voilà, cette table est carrée, il a démontré que sur le côté d'un carré, il n'y a pas moins de points que sur la surface du carré. Alors pour nous, une surface, c'est à 2 dimensions. Dans une surface, il y a évidemment beaucoup plus de points que sur un carré. Or, Cantor a pu établir une bijection entre tous les points du côté et tous les points de la surface. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de points dans la surface que sur le côté. Ça lui a paru tellement fou qu'il a écrit dans une lettre à D. King, un autre mathématicien, il a dit « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Et donc il a dû penser contre son cerveau, et D. King, qui a refait la démonstration, l'a assuré que sa démonstration était juste, et donc il a découvert un résultat mathématique auquel il ne croyait pas. Et il y a pas mal d'exemples comme ça dans l'histoire des sciences, de découvertes qui ont été faites par des physiciens ou d'autres, qui ne croyaient pas ce qu'ils découvraient. Par exemple, Planck